Ce procès soulève de nombreuses questions juridiques. On en parle avec vous, William Julier. Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit pénal international. D'abord, pourquoi ce procès maintenant, aussi rapidement? Je pense que les Ukrainiens voulaient absolument faire tenir un procès le plus rapidement possible. Je pense pour envoyer un double message aux Russes. Premièrement, un message symbolique pour leur dire que les institutions judiciaires ukrainiennes tiennent le coup. On sait que c'est une première, non pas que dans un pays on puisse juger des individus pour des crimes de guerre. Il y a des antécédents sur le Kosovo, sur le Rwanda, plus récemment au Congo. En avril 2022, un procès s'est tenu, mais ce sont des procès qui ont été tenus par les justices d'un pays alors que les conflits étaient terminés. Ce qui est inédit ici, c'est que c'est la première fois qu'un procès pour crime de guerre se tient alors qu'un conflit est en déroulement, au demeurant un conflit armée internationale, donc de grande ampleur. Et ça, c'est inédit et la justice ukrainienne est résiliente à ce niveau-là, comme l'armée ukrainienne est résiliente. Et je crois qu'il y a un message très fort pour dire que la société civile ukrainienne tient le coup, que les institutions ordinaires continuent de fonctionner et que la justice continue de pouvoir passer sans l'aide de la justice pénale internationale. Et le deuxième message, je crois que c'est un message de communication qui va avec le premier, qui consiste à dire aux Russes: on a été plus vite que vous, parce qu'on sait que du côté russe, il y a également des dossiers que le procureur essaie de monter pour caractériser des crimes de guerre qui seraient commis par l'autre partie contre des soldats russes. Et je crois que sur ce plan-là aussi, l'Ukraine a gagné une nouvelle fois la bataille de la communication contre la Russie. Oui, on va y revenir justement. Mais d'abord cette question. Est-ce qu'un procès instruit aussi rapidement a-t-il laissé le temps de l'enquête? Vous l'avez dit, c'est un procès en pleine guerre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque non plus de partialité en raison du contexte? Et justement, n'aurait-il pas été préférable de laisser cette affaire à la Cour pénale internationale? Alors, il y a deux ou trois questions en une. Exactement, oui. Je vais essayer d'être synthétique. Premièrement, non, je crois qu'il n'y a pas un risque majeur que le procès ne puisse pas se tenir avec un dossier complet. On a entendu que des preuves avaient été récoltées. On sait que les enquêteurs ukrainiens, mais également internationaux, se coordonnent sur le terrain pour documenter les dossiers. C'est une affaire qui a l'air relativement simple et d'ailleurs simplifié aussi par le fait, semble-t-il, que la personne accusée reconnaît les faits. Deuxième réponse à votre question, j'ai confiance, moi, dans les institutions judiciaires des pays démocratiques. Je crois que les juges savent faire leur travail et en particulier, on sait que la tension médiatique internationale, que les observateurs également internationaux qui ne font pas partie des médias sont présents. Et je crois que l'Ukraine va faire un effort particulier pour laisser justement de côté ce qui pourrait parasiter une justice saine, c'est-à-dire la justice de l'émotion, avec peut-être les attentes aussi de la population. Mais je crois que ce procès se voudra exemplaire dans sa décision parce que l'Ukraine sait aussi que le monde entier regarde ce qui est en train de se passer dans ce tribunal. William Julier, vous restez avec nous. On va regarder ce sujet justement sur les bombardements contre les écoles, les hôpitaux ukrainiens, qui peuvent être aussi considérés comme des crimes de guerre si l'objectif n'est pas militaire. On voit cela avec Luna Gué-Padoan. Dans son école, Ina Levchenko pensait être en sécurité. L'histoire lui a malheureusement prouvé le contraire. Le visage encore tuméfié, elle se souvient du jour où elle a failli perdre la vie. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai senti une onde de choc. C'était comme on le voit dans les films. J'ai été renversée et tout a commencé à s'effondrer. Le 3 mars dernier, l'impensable se produit. Son école est frappée par une bombe. Quand ils ont largué la bombe, ils ont clairement vu que c'était une école. Ça aurait pu être un accident, mais une bombe sur une école, c'était une destruction ciblée, une intimidation pour terrifier les gens. Nous avons même écrit en grosses lettres « Enfants » et l'avons accroché aux fenêtres. D'après le gouvernement ukrainien, plus de 1000 écoles auraient été frappées depuis l'invasion russe le 24 février dernier. La plupart d'entre elles servaient de centres de distribution de nourriture et d'abri. Doit-on alors parler de crime de guerre ? Cette qualification est applicable lorsqu'une école ou un hôpital est ciblé intentionnellement à des fins non militaires. C'est ce que précise cet expert américain. Cela suggère qu'il y a un schéma. C'est un élément très important lors d'une enquête sur les crimes de guerre, en particulier si vous essayez d'enquêter ou de poursuivre des hauts responsables militaires ou politiques. Plus ce schéma est fort, plus il y a de preuves qu'il existe
juste une sorte de plan ou de politique pour frapper ces installations. Selon une enquête indépendante d'Associated Press et Frontline, au moins 57 écoles auraient été frappées d'une manière indiquant un possible crime de guerre. De leur côté, les responsables russes nient cibler délibérément des infrastructures civiles. Et William Julier, vous êtes toujours avec nous. Ces bombardements contre les hôpitaux et les écoles en Ukraine peuvent donc bien être considérés comme des crimes de guerre, mais on l'a entendu, la Russie explique à chaque fois qu'elle avait un intérêt militaire à les bombarder. Il va y avoir une guerre de preuves et de témoignages, non ? Je pense que sans avoir eu accès au dossier, le débat va quand même être assez rapidement tranché. On sait aujourd'hui qu'il y a des moyens de documenter ce type de crime. Des moyens technologiques, sur le terrain, des moyens technologiques plus complexes. On sait d'où les armes sont tirées, on sait quel type d'armes sont utilisées, on sait où sont les troupes par rapport au lieu des frappes, et on a des gens sur le terrain qui, avec leur téléphone portable, filment ce qui se passe, et puis ensuite on entend des victimes, on entend des témoins. Le nombre d'enquêteurs est considérable. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle de la justice pénale internationale, de la Cour pénale internationale. On évoque aussi la possibilité de créer un tribunal spécial pour connaître des crimes qui sont commis en Ukraine aujourd'hui. Je crois que sur la question des crimes de guerre, malheureusement, il n'y a plus vraiment de doute. On sait que des écoles ont été touchées, sans parler de Boutcha. On a des civils, des personnes qui transportaient des sacs de patates, qui sont retrouvés avec une balle dans l'arrière de la tête, d'autres ligotés, d'autres torturés, d'autres décapités. Donc on sait a priori que malheureusement, il y a de nombreux crimes de guerre qui ont été commis. Et je crois qu'il n'y a plus grand doute non plus sur le fait que des preuves ont été réunies, tant par les services de la Cour pénale internationale, tant par les services d'enquête qui ont été envoyés par d'autres pays de l'Union européenne et qui ont travaillé en coopération avec la CPI et également avec les enquêteurs ukrainiens. Donc je crois que la question, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que ça va nourrir la justice pénale internationale, que ce soit sous le format de la CPI ou d'un tribunal spécial constitué? Et ensuite, comment vont se répartir les compétences entre les procès qui vont continuer à se dérouler en Ukraine, parce qu'il y en aura d'autres, et ceux qui vont être déférés à la justice pénale internationale? Et il y aura là des arbitrages qui se feront entre les différents services de poursuite, et notamment, je crois, au vu aussi, et ça c'est un sujet très important, du niveau de responsabilité. Si vous voulez toucher le chef de l'État, si vous voulez toucher des responsables politiques, vous devez aller devant la justice pénale dite internationale, parce qu'il n'y a que là que l'immunité pourra tomber. William Julier, qu'arrivera-t-il à ces combattants ukrainiens qui se sont rendus depuis lundi à Azovstal, aux forces russes près de Mariupol? Ils sont près de 1000 depuis lundi. Selon les autorités russes, ils pourraient être jugés justement pour crimes de guerre également. Ils ne méritent pas de vivre après les monstrueux crimes contre l'humanité qu'ils ont commis, a même déclaré le député russe Leonid Slutsky. Oui, écoutez, pour reprendre les mots de notre président, il faut faire attention avec les mots. Les prisonniers de guerre doivent être traités selon les règles protectrices du droit de la guerre, notamment des conventions de Genève. Donc ça veut dire qu'en principe, ils ne doivent pas être maltraités et ils doivent être éventuellement en effet jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Les Russes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en train de constituer des dossiers. Il est à craindre peut-être que aussi dans cette guerre de communication, les Russes veuillent prendre des mesures en miroir de rétorsion contre ce qui est en train de se passer en Ukraine. On verra si ces prisonniers sont traités correctement ou pas. Il y a évidemment des craintes qu'ils ne le soient pas, mais si la Russie veut commencer à inverser, à mon avis, le retard qu'elle a pris en matière de communication, et on sait que c'est également important dans ce conflit, je crois que les conseillers en communication et en matière de justice russe devraient commencer à se poser la question, à donner une autre image que celle qu'on a reçue jusqu'à maintenant, qui est celle d'une justice qui ne travaille pas dans le respect du droit, et évidemment, à défaut de le faire, aucun procès ne sera pris en considération de façon satisfaisante pour eux, en tout cas à l'extérieur de la Russie. Merci William Julier pour cet éclairage juridique.